Bonjour tout le monde, bienvenue à cette table éditoriale. Mon nom est Brian Miles, je suis le directeur du Devoir. Et ce matin, on est très heureux de recevoir avec nous Valérie Plante, mairesse sortante de Montréal et candidate à sa réélection. Nous allons passer une heure avec Mme Plante et Jeanne Corriveau, notre journaliste aux affaires municipales, va mener l'essentiel du plan d'entrevue. Alors, on vous souhaite un débat riche, instructif, qui vous permettra de faire des choix éclairés pour l'élection qui s'en vient très bientôt. Jeanne. Merci, Brian. Bonjour, Mme Bonjour, Plante. bonjour. Je voulais peut-être commencer avec un gros morceau de votre plateforme, en fait, les promesses en matière d'habitation. Oui. On a été, depuis le début de la campagne, un peu bombardés là, par des chiffres concernant les logements. Vous promettez 60 000 logements abordables en 10 ans. Quand on regarde votre promesse de 2017 de 12 000 logements, vous avez approché votre objectif pour les projets approuvés, mais pas nécessairement pour ceux réalisés, notamment en logement social, là. Je voulais savoir, est-ce que c'est réaliste de penser que vous allez être en mesure de livrer les 60 000 logements abordables en 10 ans? Et compte tenu aussi du fait que l'argent vient beaucoup des autres ordres de gouvernement. Oui. Quand on parle d'habitation, c'est vrai que c'est assez complexe. Quand on parle de logement social, c'est vrai que le financement pour chaque porte de logement social vient du provincial. Mais quand on parle de logement abordable, c'est là où on a beaucoup plus de marge de manœuvre. D'ailleurs, sur notre objectif de 12 000 logements, pour le logement social, on est rendu à peu près à 80 %. On espère pouvoir finir notre 6 000 logements d'ici la fin de l'année. Parce que oui, il y a cette dépendance face au gouvernement provincial. Et pour ce qui est du logement abordable, on a atteint 122 % de notre cible. Et vous avez raison de mentionner un peu la nuance entre en projet, les appels à, qui sont en appel d'offres versus la construction. Faut savoir, peut-être pour quand je disais qu'il y a une complexité, c'est que la Ville de Montréal ne fait pas dans la brique et le mortier. C'est pas nous qui arrivons avec la pépine et qui construit. Ça n'a jamais été le cas. On travaille avec différents organismes privés ou encore des organismes à but non lucratif, des GRT également. Un projet de logement social ou abordable, là, ça peut prendre à peu près entre 2 et, je dirais, 5 ans, mais des fois, ça a été plus long. Alors, ce qu'on a décidé de faire quand on a pris, on est arrivé au pouvoir en 2017, c'est vraiment d'augmenter la capacité d'action du département de l'habitation de la Ville de Montréal. Et justement, de pouvoir être plus proactif. Alors, comme par exemple, on a acheté beaucoup de terrains. Ça, c'est un gros enjeu quand on pense de logement abordable ou social parce que c'est de trouver des terrains, souvent dans le centre-ville ou dans les quartiers centraux qui sont très chers. Les OBNL n'ont pas les moyens. Alors, nous, on vient les aider. On a acheté des terrains dans Parc Extension, près du Campus 1000, parce qu'on sait qu'il y a une gentrification. Donc, je fais juste ce que j'essaie de vous dire, c'est que on a préparé, on a tout mis en place pendant les 4 dernières années, avec le règlement 20-20-20 aussi, pour pouvoir avoir cette cible de 60 000 logements qui est sur 10 ans. Et ce que je veux mentionner, c'est que pour nous, l'abordabilité, il faut que ça soit périn. Parce qu'on a vu souvent dans les dernières années des appartements qui sont achetés et qui sont abordables et qui sont flippés. Nous, on veut combattre ça. L'abordabilité va être sur les 40 prochaines années. Mais comment vous contrôlez ça, justement, sur 40 ans? Alors, l'idée d'avoir l'abordabilité pérenne, ça existe dans d'autres villes. Alors, mais il faut vraiment, pas au Québec ni au Canada, là, c'est la première fois qu'il y a une ville canadienne qui se lance là-dedans. On le voit en Europe. C'est en étant propriétaire des terrains et en les louant, si on veut, sur une période de 40 ans, des OBNL ou même des partenariats privés et publics, c'est que ça permet à la Ville de Montréal de garder un levier de négociation et de pouvoir mettre en place un programme où ils pourront pas être flippés. Ça pourrait très bien être, quelqu'un achète un logement abordable, il le revend 5 ans plus tard. Il va y avoir un bénéfice, par exemple, sur les rénovations qu'il a fait, évidemment. Mais il ne pourra pas juste le doubler de prix. Alors, c'est d'avoir un levier, mais pour ça, il faut que la Ville prenne un leadership, ce qui n'était pas le cas avant parce qu'on laissait le marché se réglementer. Et voilà dans la situation dans laquelle on est. Ça ressemble un peu à ce que les Autrichiens ont fait. Exactement, exactement. Même chose en France, il y a des villes comme Lyon où est-ce qu'ils ont plus de pouvoir en habitation qui ont décidé d'être partie prenante de la crise du logement ou du moins de trouver des solutions. Et comme moi, je peux pas réglementer le prix des loyers, je peux pas faire ça. Ce n'est pas dans ma juridiction. Acheter des terrains, des règlements contre les rénovictions,
puis effectivement limiter le nombre de flips. Est-ce que c'est réaliste, par contre, d'envisager 60 000 logements compte tenu des pénuries de main-d'œuvre et des difficultés d'avoir des chantiers de construction qui lèvent à Montréal? Là, tout le monde qui travaille dans ce domaine-là a de la difficulté à trouver des contracteurs, des fournisseurs, des matériaux même. Ouais. Donc, la pression que la Ville va exercer avec un objectif aussi ambitieux, est-ce que vous en tenez compte? Puis pensez-vous que c'est encore réaliste compte tenu des paramètres de l'économie actuelle? Vous avez raison de dire que la pression sur la rareté de main-d'œuvre et aussi le coût des matériaux est majeur. Vous avez raison. Sauf que le plus gros obstacle en général pour faire des projets de logement abordable et social, c'est d'acheter des terrains. Les OBNL n'ont pas la capacité de les payer. Et nous, on embarque là-dedans et on dit, OK, la Ville de Montréal va, parce qu'on a une capacité de faire des prêts qu'un OBNL n'a absolument pas. Alors nous, on va pouvoir... Ça va régler un gros problème. C'est un des plus gros, freins au développement, c'est l'acquisition de terrain. Évidemment, on travaille également avec des partenaires qui ont énormément d'expérience et qui font en sorte que les projets sortent de terre. Mais évidemment, souvent quand je parle de la relance verte et inclusive qu'on a mis de l'avant pendant la pandémie, une des menaces à cette relance économique ici à Montréal comme partout ailleurs au pays, c'est la question de la rareté de main-d'œuvre. Je ne sais pas si on va en reparler, mais pour nous, ça, c'est majeur. Il faut qu'on trouve des solutions pour ne pas freiner l'économie qui roule extrêmement bien à Montréal. Vous avez un règlement pour une métropole mixte. Oui. Votre adversaire vous répète sans cesse que ça incite les promoteurs à aller en banlieue. Il y a quand même un risque à cet égard-là. Je me demandais si vous aviez entamé des discussions où vous souhaitiez que les autres villes de banlieue adoptent des règlements semblables ou des règles semblables. Absolument. Comme mairesse de Montréal, je suis aussi la présidente de la communauté métropolitaine de Montréal. Et quand je suis arrivée en poste, on a poussé l'agenda de l'habitation très loin. Il faut savoir qu'avant de mettre un règlement comme le 20-20-20 en place, Montréal avait une stratégie d'inclusion qui incitait les promoteurs à faire du logement ou à mettre de l'argent dans un pot. Les municipalités en banlieue n'avaient même pas ce règlement-là. Il y en a qui commencent à le mettre en place. Comme quoi, la Ville de Montréal a toujours été une précurseur. On est la métropole, on donne le ton, on est une leader. Alors pour moi, ça va dans la suite des choses. Mais évidemment que je souhaite que d'autres villes, Longueuil, Laval, dans les couronnes, Terrebonne, entre autres, qui est en plein boom, mettent en place des règlements similaires. Mais je pense qu'ils doivent aussi l'adapter à leur contexte. Et il y a la ville de Gatineau qui a commencé à plancher sur son propre 20-20-20 adapté à la réalité de Gatineau. Donc, ça fait des petits, et je vous cacherai pas qu'on reçoit beaucoup d'appels de d'autres villes canadiennes. Les juridictions sont pas toujours les mêmes, mais tout le monde est en recherche de solutions parce que, pour moi, la clé, on parlait de rareté de main-d'œuvre, mais si on veut attirer des talents, des travailleurs et des familles à Montréal, ça passe par du logement abordable. Je dirais rareté de main-d'œuvre et abordabilité, c'est probablement les deux enjeux qui pourraient encore une fois freiner notre relance économique ou du moins la modifier. J'aimerais déborder un peu parce que vous avez abordé la question de la CMM sur l'enjeu de l'aménagement du territoire. Oui. Il y a, au fond, maintenant, l'étalement urbain puis le développement un peu à outrance se fait en dehors du périmètre de la CMM. Oui. Certaines villes qui ne sont pas liées se sentent en droit d'utiliser les terres agricoles, de construire toujours plus loin du centre. Est-ce qu'on est rendu à l'étape de notre développement collectif dans la grande région où il faut étendre les protections sur les terres agricoles puis étendre les actions de densité urbaine au-delà du périmètre de la CMM? Mm-hmm. Je pense notamment à tout ce qui s'est passé dans le coin de Saint-Colomban et ailleurs. Là. Quelle est votre vision par rapport à Montcalm aussi? Oui. Votre vision par rapport à ça? Qu'est-ce que c'est? Merci pour la question parce qu'effectivement, la région métropolitaine, on a fait un gros travail pour se doter d'outils comme le PMAD qui permet de bien réglementer le territoire, protéger les terres agricoles, mieux protéger les espaces verts, les espaces naturels. Et vous avez raison que à l'extérieur du PMAD, donc quand on sort du périmètre, c'est un peu le Far West. Alors nous, on a mis de l'avant une conversation avec le gouvernement du Québec. Je suis heureuse que présentement ici à Tarbes, parce qu'on ne peut plus faire, ça peut plus être complètement différent dès qu'on traverse la frontière de la CMM.
je considère que notre modèle devrait être un modèle, celui de la CMM, devrait être appliqué à l'ensemble du Québec. Ça ne veut pas dire de réouvrir la gouvernance de la CMM et de rajouter d'autres villes. Parce qu'honnêtement, 82 municipalités dans la CMM, ça prend du travail, de l'énergie, créer des liens et on a une belle synergie. Mais il faut absolument que cette réflexion-là ou ce modèle-là de bonne gouvernance, d'avoir des règles claires sur les terres agricoles, la protection des terres agricoles soit utilisée comme modèle pour le reste du Québec. Et c'est la même chose pour le transport collectif, si jamais on en reparle, parce que présentement, c'est la CMM qui assume l'entièreté des coûts de transport collectif, alors qu'on a des villes qui, de l'autre côté de la rue, profitent des stationnements incitatifs, puis on est content quelque part, mais ce n'est pas normal que seules les 82 municipalités de la CMM assurent le financement des transports collectifs. Saint-Hyacinthe devrait, ou Saint-Jean-sur-Richelieu devrait participer financièrement à l'effort de guerre là, pour améliorer le transport collectif. Je voulais peut-être vous amener sur le terrain de la sécurité parce que ça a fait beaucoup l'actualité, évidemment, toutes les semaines. Vous proposez un plan de 110 millions de dollars, la création d'une escouade EMIS, je crois. Là, il y a tellement d'escouades maintenant qu'on se perd vraiment. Là, Emery, Elta, EMAF puis Centaure. Je me demandais, concrètement, qu'est-ce que c'est votre plan de 110 millions? Oui, avec plaisir. Donc, le 110 millions, c'est pour assurer la prévisibilité pour les 4 prochaines années, pour le financement du SPVM, pour des escouades spéciales. Vous avez raison de dire qu'il y en a plusieurs, mais chacune a son rôle à jouer. Quand on parle Delta, évidemment, c'est l'escouade de lutte contre le trafic d'armes. On a rajouté aussi, dans ce 110 millions-là, ça va couvrir aussi pour les escouades mixtes, comme Emery, qui travaille avec les personnes en situation d'itinérance. Il y a aussi une escouade mixte qui est spécialisée pour la violence conjugale et finalement celle contre les groupes criminalisés. Centaure, là, c'est vraiment le gouvernement du Québec, cette espèce d'unité entre l'ASQ, le SPVM, entre autres les forces policières dans les réserves autochtones également. Donc, Centaure, c'est vraiment le gouvernement du Québec. Mais le 110 millions, c'était pour assurer de la prévisibilité au service de police de la Ville de Montréal. Et s'ajoute à ça EMIS. EMIS, ça, c'est très particulier là, parce que c'est vraiment une brigade, une escouade de travailleurs sociaux, mais qui travaillent à même la Ville de Montréal. On travaille de concert avec plein de travailleurs sociaux, des travailleurs de rue, d'organismes, mais on voulait, à la Ville de Montréal, créer ce modèle-là pour enlever de la pression, d'une certaine façon, sur les policiers qui souvent interviennent dans des cas de gestion psychosociale. EMIS est vraiment là pour être la première. On veut que les commerçants, la STM, des citoyens vont contacter EMIS, entre guillemets, en premier. Et si jamais c'est nécessaire, parce que ça se peut, bien là, à ce moment-là, ça sera le SPVM. Parce que dans le fond, les problèmes qu'on vit en ce moment d'insécurité, bien sûr, le trafic d'armes, là, ça c'est, et les groupes criminalisés. Mais veut pas, la pandémie, elle a aussi emmené plus de précarité, plus de personnes en situation d'itinérance et donc plus de problématiques de cohabitation dans l'espace public. Est-ce que d'autres villes ont vécu des résurgences de criminalité comme ça post-pandémie? Absolument. Ah oui, écoutez... Dans vos relations avec d'autres maires, vous voyez des enjeux similaires? Oui, on a la chance d'être dans la Fédération des municipalités, Fédération canadienne des municipalités. Moi, je suis dans l'exécutif, là, le caucus des grandes villes. Et la recrudescence de la violence armée est majeure. On parle à Toronto, il y a eu 300 événements violents impliquant des armes à feu. Là, Chicago... C'est dur à croire. Bien, écoutez, les forces policières, moi, je suis pas une experte, mais ce que les forces policières nous expliquent, c'est que, premièrement, pendant la pandémie, les réseaux criminels, tout le monde était en dormance. Fait que dès que les règles se sont assouplies, ça a ressorti. Mais il y a définitivement aussi une transformation du crime organisé où avant, il y avait des grandes familles, si on veut, puis il y avait un code d'honneur, puis une façon de fonctionner. Et là, tout d'un coup, ça s'effrite. Et il y a plein de nouveaux joueurs qui n'ont pas pantoute le même, je vais le dire comme ça, code d'éthique. Ouais. C'est plus du tout la même chose. C'est un peu galvaudé, cette notion de code d'honneur. Là. Le voit dans les films de Francis Ford Coppola. Mais pour avoir couvert ces réalités-là, le code d'honneur prend le bord assez vite quand l'argent et l'ambition sont au rendez-vous. Ouais. Sur la question de la sécurité, petit complément, vous avez un candidat à la mairie de Montréal-Nord, Will Prosper, qui a quitté la GRC dans des conditions excessivement troublantes. OK, t'es congédié de la GRC, c'est important. Congédié, il n'avait plus le choix de sortir de là.
Est-ce que vous pouvez garantir aux Montréalais qu'il n'y aura pas un rôle à jouer dans l'élaboration des politiques de sécurité publique à l'intérieur de votre mandat? Bien sûr, puis depuis le début, c'est clair. Avec, Ils ne seront pas dans le décor. Ah non. C'est, pour nous, là, quand M. Prosper et moi, on a décidé de travailler ensemble, M. Prosper, ce qu'il veut, lui, c'est être maire de Montréal-Nord puis emmener des changements structurants parce que ça fait trop longtemps qu'il y a une équipe qui... C'est comme un statu quo, là, ça bouge pas. Alors, je peux vous assurer, M. Prosper serait devant vous, là, puis vous dirait exactement la même affaire. Il n'a jamais été question pour M. Prosper de s'occuper de la sécurité publique. Pour moi, il y a 2 personnes qui sont importantes au niveau de la sécurité publique dans mon équipe. Il y a Caroline Bourgeois, qui est actuellement la responsable, et Victor Harmony, candidat dans NDG Côte-des-Neiges, qui, lui, a une grande expertise tant terrain qu'académique sur les questions de sécurité publique. Est-ce que c'est devenu un boulet pour vous, Will Prosper? Non. Non, parce que on a agi promptement de la façon qui était, selon moi, la bonne. C'est-à-dire de dire le geste qu'il a fait était inacceptable et répréhensible. Et c'est pour ça qu'il a perdu son emploi. Donc, quand on commet un geste qui est répressible, on paye pour. Je pense que ça, c'est la loi et c'est, dont la GRC a agi en fonction de son cadre de déontologie et tout ça. Donc, moi, je respecte ça. Mais Monsieur Prosper, ça fait plus de 20 ans qu'il est un acteur positif, un modèle pour plein de monde, pour plein de jeunes. Et au final, je pense qu'il faut aussi être capable, surtout quand une personne a payé pour son erreur, passer à autre chose, puis voir aussi toute l'implication de cet homme-là sur le terrain. Donc, pour moi, ce n'est pas un boulet. Je vais juste revenir à votre plan. Est-ce qu'on pense à des embauches de policiers, davantage de policiers? Comme à chaque année, nous, on engage entre 120 et 180 policiers et policières. Mais évidemment, ça se fait de concert avec le SPVM, avec mon vis-à-vis, qui est le chef de police, M. Caron. Alors, cette année, parce qu'on a rajouté 42 policiers pour l'escouade pour lutter contre le crime organisé, les groupes criminalisés, voilà, 42, on est rendu à 220. Et l'année prochaine, on sait déjà que c'est ça qui va se produire parce que on s'adapte. Vous savez, c'est intéressant parce qu'on oublie qu'à 1 an, là, les policiers, un peu plus d'1 an, mais les policières du SPVM, là, essentiellement, ce qu'ils faisaient, c'était gérer un couvre-feu. Je sais pas si on l'oublie. Quand entre autres, la question des itinérants, il fallait qu'il y ait des policiers dans les rues. Et drastiquement, ça c'était à l'automne dernier, puis M. Caron est venu me voir, puis on a jasé, puis il m'a dit, Madame Plante, vous savez, on sent qu'il va y avoir justement une recrudescence du crime organisé. Ça va ressortir dès qu'on a allégé les règles. Et ça, là, on a eu la conversation, puis tout de suite après, en décembre, on a créé ELTA. Alors, on s'adapte. C'est comme ça qu'il faut qu'on fonctionne. Puis cette prévisibilité que je veux donner au SPVM pour les 4 prochaines années s'inscrit dans cette logique-là de ce qu'on voit à travers le monde, ce qu'on voit au Canada, que oui, il y a plus de crimes, oui, il y a plus de violence armée. Justement, un des nœuds, c'est le trafic d'armes, la circulation des armes. Vous avez demandé pendant la campagne électorale fédérale que les candidats se prononcent là-dessus. Vous n'avez pas vraiment eu de réponse pour bannir les armes de poing et le contrôle aux frontières. Quelles sont vos attentes à cet égard-là aujourd'hui? Bien, tout d'abord, je suis satisfaite que le gouvernement du Québec ait quand même embarqué dans la solution. Là. Centaure, entre autres, ça vise à venir sécuriser, à être beaucoup plus agile aux frontières et aussi dans les réserves autochtones, qu'on voit que c'est un endroit où il y a du trafic d'armes. Pas que là. Mais pour être honnête avec vous, évidemment que je suis déçue que le fédéral embarque pas plus dans la solution. Je pense qu'au final, c'est comme si... Pour moi, je sais que c'est un sujet qui est sensible, que dans d'autres régions, il y a des chasseurs qui sentent peut-être que ça ne les concerne pas. Mais moi, je parle entre autres des armes de poing. Là. Ce qui circule en ce moment dans les rues, c'est des armes de poing qui sont soit des armes fantômes, c'est-à-dire qui sont faites par des imprimantes 3D. C'est fou quand on y pense. Polymère. Voilà. Ou encore des armes qui arrivent en pièces détachées par la frontière. Je veux dire, moi, je trouve que c'est une occasion ratée de notre gouvernement canadien qui, quelque part, envoie un message sur quelle est l'essence de la nation canadienne.
ce à quoi on aspire. Puis, en tout cas, moi, j'aspire pas à être comme les Américains. Là. Donc, quand le premier ministre Trudeau dit on va transférer la responsabilité aux municipalités, vous en voulez pas? Absolument pas. Puis pour moi, puis ça, j'ai été très critique, là, puis je me suis pas gênée. J'ai appelé, je pense, tous les députés, les ministres fédéraux sur l'île de Montréal pour dire, mais c'est inacceptable de nous reléguer cette responsabilité-là alors que les arbres circulent. Puis je le disais aussi, pour moi, ça crée une équité. C'est comme si un citoyen qui habiterait dans une plus petite municipalité se sentirait moins en sécurité que, par exemple, la Ville de Montréal on a le SPVM, on a beaucoup d'escouades, on a des ressources. Quel message est-ce que ça envoie? En tout cas, moi, je trouve qu'être le crime organisé, je m'en dirais, hey, je vais m'en aller à Saint-Lin. Pas de problème là-bas, là, ils vont pas checker. Tu sais, ils n'auront pas les ressources. Donc, je trouve que ce n'est pas responsable. Je suis déçue. Mais je lâcherai pas. Ouais. Sur la vaccination des employés, Oui. vous avez mentionné, on discute avec la santé publique, on attend, on comprend que vous attendez le feu vert à cet égard-là, mais est-ce que c'est pas une nécessité sous peu de faire ça? Moi, ce que j'ai depuis le début de la pandémie, c'est que je veux être cohérente. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Puis là, je vais vous donner une réponse d'une mairesse qui exerce le pouvoir pour dire, quand je dis quelque chose, je veux que ça soit applicable demain matin. C'est ça la nuance. Et demain matin, je dirais que je mets le passeport, que tout le monde a l'obligation vaccinale. Moi, je veux pas qu'il y ait de bris de service chez les policiers, chez les pompiers, chez les inspecteurs. Donc, c'est ça au final. Mais dans le principe, évidemment, j'ai toujours soutenu la vaccination. Mais ce que j'attends, par exemple, ou pas ce que j'attends, mais quand je dis cohérente, c'est le gouvernement du Québec a fait un décret pour les travailleurs de la santé. Ils n'ont même pas touché la sécurité publique, ni les pompiers, ni la SQ. Donc, à un moment donné aussi, il faut que je sois cohérente. Récemment, le Journal de Montréal rapportait le cas d'un homme doublement vacciné qui est mort de la COVID. COVID qu'il a contracté après qu'un installateur de thermopompe non vacciné et imprudent soit allé à son domicile. Oui. Vous êtes confortable, vous, par exemple, est-ce que des inspecteurs municipaux non vaccinés se promènent librement dans les logements, maisons des Montréalais pour faire des inspections? La raison, c'est pas de dire est-ce que je suis Écoutez, vous prenez un cas dans lequel je vais pas dire oui, je trouve ça correct qu'il y ait un inspecteur qui rentre dans une maison, M. Myers, évidemment. Tout ce que je dis, c'est pour le principe, oui, mais je vais le mettre en place en bonne et due forme. Et pour les décrets, surtout qui touchent la sécurité publique, moi, j'ai besoin d'avoir une cohérence avec le gouvernement du Québec qui va m'aider à l'appliquer également parce que, ne l'oublions pas aussi, à la Ville de Montréal, il y a des syndicats. Alors, il faut que je travaille avec les différents corps de métier qui, eux, pour différentes raisons, pourraient être pour ou contre. Est-ce que la solution ne serait pas d'envisager, au lieu d'une politique du mur à mur, d'obliger la vaccination pour certaines catégories de travailleurs municipaux, selon le même principe qu'avec la santé? Mais c'est exactement ce qui est prêt en ce moment. Les gens qui sont en contact direct et de proximité avec des citoyens, devraient-ils pas être vaccinés obligatoirement à Montréal? Alors, pour l'instant, nous, les scénarios sont prêts, mais moi, je trouve ça important de travailler, puis je le dis, là, avoir, par exemple, un décret du gouvernement du Québec nous amène à une application qui est beaucoup plus efficace et pratique que d'agir toute seule sur mon bord. Là. Mais pour le fond, on est d'accord. Récemment, le ministre du Travail, Jean Boulet, était à la Chambre de commerce pour une série de grandes allocutions. Cette question-là lui a été posée. Oui. Est-ce que le gouvernement allait donner des paramètres ou des directives? Et le ministre a semblé pelleter ça chez les employeurs en laissant un peu le jeu des négociations se faire. Il ne semblait pas vouloir aller là. Il a dit noir sur blanc, les solutions mur à mur, il n'y en aura pas. Ça va être du cas par cas. Et chaque entreprise, chaque groupe devra trouver les conditions optimales entre la vaccination obligatoire ou l'encouragement à la vaccination. Donc, je ne pense pas que ce que vous espérez de Québec va venir de Québec. Bien, les négociations qu'on a, les conversations qu'on a avec et la santé publique et le gouvernement du Québec vont dans ce sens-là. Puis moi, je ne suis pas d'accord à ce que le gouvernement nous dise juste « Ah, allez-y comme vous voulez ». Moi, je trouve pas que c'est la bonne façon d'approcher les choses. Évidemment, entre un travailleur, premièrement, la Ville de Montréal, 28 000 employés, on a une grande majorité qui sont toujours à la maison parce que on n'a pas eu de directive non plus pour revenir dans les tours à bureau, ce que je souhaite ardemment.
au moins d'avoir de la prévisibilité de la part du gouvernement du Québec. Mais moi, quand je dis je veux pas de bris de service, c'est sûr que ma préoccupation première, c'est tout ce qui touche sécurité publique. C'est sûr. Alors, pour moi, quand je dis travailler en équipe, c'est pas de juste délester et dire qui s'en occupe, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, puis c'est pas comme ça qu'on a fonctionné jusqu'à maintenant. Ma relation avec M. Dubé, le ministre de la Santé, est excellente, qui est basée sur cette idée de Montréal et la métropole. Comment est-ce que on amène certains changements ou comment est-ce qu'on s'assure qu'on est capable, comme par exemple pour le masque. C'est la Ville de Montréal qui a dit, là, on va le mettre, le masque, là. Puis une semaine après, le gouvernement du Québec a embarqué, tant mieux. Mais il y a eu des échanges entre les deux. Finances de la Ville. Votre adversaire vous attaque beaucoup là-dessus. Le budget de la Ville est au presque 6,2 milliards de dollars. Benoît Doré a parlé dans ses prévisions, bilan financier, d'un trou de 780 millions dans les 3 prochaines années. Est-ce que Montréal est au bord du gouffre? C'est quoi vos intentions pour contrôler les dépenses? Oui, il y a un plan. Ça, c'est important de le dire, là. Ce qu'on a décidé de faire, tout d'abord, c'est d'augmenter le programme. Avant, on avait un programme triennal d'investissement, donc sur 3 ans. C'est pas beaucoup 3 ans pour une ville comme Montréal au niveau de la prévisibilité des projets, mais aussi au niveau des appels d'offres, puis au niveau également de l'étalement des investissements puis de la dette. Alors, on est passé d'un plan triennal de 3 ans sur 10 ans, ce qui aide énormément. Et c'est à partir de ce plan-là et de la stratégie qu'on a mis en place avec le président du comité exécutif que les agences de notation nous ont dit, c'est bon, la stratégie, elle est claire. On sort d'une crise. Oui, il faut investir dans des projets. C'est pas le temps de tout couper. Au contraire, cette relance qu'on veut verte et inclusive, faisons-la maintenant. Mais il faut avoir une stratégie de paiement au comptant. Puis ça a été bien établi également. On a reçu le hockey de, comme je disais, pas une agence de notation, 3 agences. Donc, à un moment donné, mon opposant peut faire preuve de beaucoup de condescendance à mon endroit en disant que je connais pas ça, les finances. Mais, je veux dire, nous, on travaille avec des experts qui font des audits, qui sont dans la prévision, qui nous disent « c'est bon, Montréal ». Est-ce que ça veut dire qu'il faut dépenser sans compter? Non. Passons outre les attaques, là. Puis, c'est quand même important, l'attaque, là. Oui, mais les chiffres sur lesquels on va s'entendre, c'est un budget de 6,2 milliards, avec un trou de 780 millions par année. Non, sur 3 ans. Sur 3 ans. C'est ça, quand on est arrivé en poste, il y avait un déficit, ou en tout cas un écart entre les revenus et les dépenses de 300 millions, quand je suis arrivée en poste la première année. Comment vous allez vous y prendre pour juguler ce déficit-là? Donc, comme je viens de le dire, en 2017, quand je suis arrivée en poste, l'écart était de 300 millions. On a trouvé des solutions. Donc là, c'est 700 millions sur 3 ans. Donc, on est capable de trouver des solutions. Bon an, mal an, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. C'était comme ça sous M. Coderre, sous M. Tremblay. Il y a toujours eu un écart entre les deux. Vous avez promis de maintenir les taxes sous le seuil de l'inflation. À l'inflation. À l'inflation. Donc, si l'inflation est de 4 4,5 on va le garder à 2 la première année parce qu'on sait qu'il y a des bonnes chances, là, si on regarde les prévisions, ça pourrait peut-être être plus élevé que ça. Et on l'avait mentionné dans notre cadre préélectoral. Donc 2 la première année, mais les années subséquentes, si l'inflation augmente au Québec, vous allez suivre l'inflation jusqu'à... Écoutez, M. Marge, je veux dire, moi, je peux pas vous dire à quoi va ressembler le taux d'inflation la 2e année. Non, mais l'idée, ce n'est pas de rajouter un poids. Je pense que notre volonté... Au fond, c'est 2 max pour la première année, mais les autres années, vous gardez une marge de manœuvre. Vous ne pouvez pas garantir 2 chaque année. Non, parce que je ne sais pas à quoi va ressembler l'inflation. Mais ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que je n'ai pas l'intention d'utiliser la taxation pour venir combler. C'est ça que je veux dire. OK. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut envisager des coupures de services, une réduction de l'appareil municipal? Comment vous allez vous y prendre? Parce que les solutions, là, vous savez ce que c'est mieux que moi, un budget municipal. Oui, absolument. Il n'y a pas 1000 options d'un budget, hein? Bien, vous avez raison qu'il y a plusieurs éléments. Un endroit où est-ce que... Je vais vous donner quelques petits éléments, là. Au niveau des permis de construction, présentement, on a une centaine de projets immobiliers. D'ailleurs, ça répond un peu à la question comme quoi les gens vont aller ailleurs. Il y a 100 projets majeurs dans le centre-ville de construction. Ça, c'est beaucoup de taxes d'occupation. Quand c'est des logements, c'est des taxes également de bienvenue. On ne se le cachera pas. Donc ça va aider. La question également le stationnement pendant
pendant la COVID, il y avait une partie du temps, là, parce qu'on voulait pas que les gens soient obligés de sortir de la maison pendant la COVID, donc on avait tout arrêté. Là, ça reprend, puis c'est reparti de plus belle, bien qu'on garde des moments où ça sera gratuit dans le centre-ville, entre autres dans le temps des fêtes. Les droits de mutation, ça, c'est important. Évidemment... Est-ce que vous avez l'intention d'agir sur la taille de l'appareil municipal et le coût des conventions collectives? On est toujours à la recherche de solutions par rapport à comment dire donc, maximiser, comment la fonction publique peut mieux travailler puis que ça nous coûte le moins cher. Mais en même temps, moi, je suis fière que la fonction publique de Montréal soit payé en fonction de son expérience et de sa contribution. Moi, je pense qu'il faut pas niveler vers le bas. Ceci étant dit, des remaniements puis de maximiser absolument parce que c'est ce qu'on a fait. Si je peux me permettre, juste par rapport aux ressources humaines, une des choses qu'on a travaillé avec parce que nous, on a réussi à signer toutes nos conventions collectives dans la paix là, et le respect. Donc, ça, je suis très, très fière. Et un des éléments qu'on a mis de l'avant, c'est comment est-ce qu'on donne plus d'expertise, par exemple, à nos cols bleus, ou nos cols blancs, et comment des jobs non spécialisés, on les fait à l'extérieur. Donc, on veut rendre notre fonction publique plus spécialisée, plus forte, plus compétente, et pour couper dans les coûts, tu sais, moi, j'ai pas besoin nécessairement d'avoir un col bleu qui vient s'occuper des égouts, là. Je peux faire contracter à côté, mais je vais m'assurer que mes cols bleus, ils font une plus-value, qu'ils ont un travail qui est plus important. Ça va paraître anecdotique, ce que je m'apprête à vous dire, là, mais dans un contexte où il y a un trou de cette ampleur, c'est réaliste d'annoncer des nouveaux programmes comme un 2 millions pour donner une boîte cadeau aux nouveaux parents à Montréal? Bien, écoutez, c'est sûr que quand on le voit comme ça, de façon isolée, je veux dire... Je peux comprendre. Non, mais... Quand on est dans le trou, des fois, on essaie de couper au lieu d'ajouter. Hein? Ben ouais, sauf que l'idée de la boîte bébé, dont je suis extrêmement fière, c'est de créer un sentiment d'appartenance. J'aurais pu faire une campagne de publicité. On est heureux d'être à Montréal avec des familles. Mais vous savez quoi? Pour plein de familles là, qui sont dans le besoin, puis celles qui sont pas dans le besoin, on va pouvoir donner la somme à un organisme qui travaille avec les familles, de développer ce sentiment de fierté, puis de dire, nous, à Montréal, on veut que vous éleviez vos enfants à Montréal. On va investir dans les parcs, on va investir dans les écoles, ou enfin acheter des terrains. Puis oui, je suis contente que vous choisissiez Montréal. Moi, je trouve que c'est une belle façon... Pour vous, ça fait partie des missions municipales de faire un exercice il y a comme celui-là? Il y a des pays qui l'ont fait et ça a eu beaucoup de succès parce qu'encore une fois, ce sentiment d'appartenance-là, il n'est pas à dénigrer. Encore une fois, j'aurais pu faire une campagne de pub à 2 millions. Peut-être que 2 personnes l'auraient fait. Moi, j'aime mieux du pratico-pratique, des livres, des pyjamas, une passe de métro pour que les parents puissent souffler un peu. Je trouve que c'est hyper concret. Ça démontre à quel point on est là pour aider les familles. Je vais vous amener sur le terrain de la STM. Oui. Parce qu'on parlait de coupure tantôt, mais là, on parle d'un manque à gagner pour 2022 de 62 millions. Est-ce que... comment on règle ce manque à gagner-là? On envisage des coupures de services et comment vous voyez ça? Ouais. C'est un grand dossier, le transport collectif, parce que... très important pour notre administration. On a investi comme jamais, puis il y a plein de projets qui ont débouché ou avancé à la vitesse grand V pendant notre mandat. La pandémie frappe, d'un coup, tout change. Ça a été un coup dur. Nous, on a décidé d'assurer le service, même pendant la COVID, parce qu'on voulait s'assurer que tout le monde puisse continuer à circuler, dont le personnel de la santé et autres. Et là, oui, il y a un manque à gagner. On avait réussi à travailler la CMM ou la RTM plutôt, là, l'Agence régionale de transport métropolitain, pour que le gouvernement du Québec nous accorde des sommes pour contrer ce manque à gagner l'année dernière. C'est sûr que je compte encore sur eux. Là. J'ai besoin d'eux parce que... Ça sert-tu, ça, la RTM? Peut-être question à prendre de côté, mais j'aimerais après qu'on parle de la RTM et de vos relations. Donc, oui, le 62 millions pour 2022. Exactement. Ouais. Donc, il est important. Mais c'est vrai que, oui, j'ai une attente que le gouvernement du Québec vienne aider. C'est la STM, mais c'est également le service de transport de Laval, de Longueuil, d'Exo, qui est sur la Rive-Nord puis la Rive-Sud. C'est important. Et quand on sait que c'est le transport collectif de Montréal, de la région métropolitaine,
qui, entre autres, va permettre au gouvernement du Québec d'atteindre ses cibles de réduction de gaz à effet de serre. Moi, je m'attends que le gouvernement du Québec soit au rendez-vous. C'est important, parce que sinon, on met la clé dans la porte, puis on oublie ça. Surtout quand on sait qu'il y a plus de 100 000 nouveaux véhicules dans la région métropolitaine. Les gens n'ont pas repris encore l'autobus et le métro. Je veux dire, on n'y arrivera pas, là. Donc, le gouvernement du Québec, oui. Moi, ce que j'ai dit à date pour la STM, on travaille avec eux, c'est une rupture de service. Pour moi, c'est la mauvaise chose à faire parce qu'on veut justement inviter les gens à quitter leur voiture solo puis à revenir dans les transports collectifs. Est-ce qu'il y a des remaniements maximisés? En fait, ce que j'ai demandé à la STM, c'est de faire de l'acupuncture. Ça peut pas être du mur à mur, genre, OK, toutes les lignes maintenant, c'est plus à la demi-heure, c'est à l'heure. Ben non, on peut pas. Il faut y aller avec de l'acupuncture. Ils sont d'accord. Fait qu'on essaie de trouver des façons. Mais il n'y a pas juste ça. Par exemple, les guichetiers, on s'est rendu compte qu'en fermant les guichets, par exemple, où est-ce qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses, on allait chercher un 2 millions. C'est des petites choses comme ça où est-ce qu'on est en train de soulever chaque pierre, là. Mais il y a quand même un risque de réduction de personnel aussi et de réduction de services, là. Bien, en fait, moi, je continue de penser que c'est possible, mais c'est pas vers quoi on veut aller. Puis, on va tout faire avant d'arriver avec une réduction de service. Parce qu'à ce moment-ci, il faut que les gens reviennent dans les transports collectifs. Encore une fois, dès que le gouvernement du Québec, moi, je souhaite de la prévisibilité pour le retour dans les tours à bureau, le retour dans le centre-ville. Je veux savoir quel est le plan de match du gouvernement du Québec parce que j'ai besoin d'eux. Là, je peux pas ramener le monde tout seul. Là. Est-ce que la gestion de la STM, vous en êtes satisfaite, la gestion budgétaire? J'en suis satisfaite, mais pour moi, il y a des choses à améliorer au niveau de la gouvernance. Je pense qu'on peut être un peu plus serré, là. Il y a des dossiers importants qui ont avancé, comme par exemple la ligne bleue, où est-ce qu'il y avait une impasse, puis finalement, la RTM, la STM, la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, le MTQ, on s'est assis ensemble, puis on a trouvé des solutions. Je suis contente. Mais je vais vous dire honnêtement, c'est quand même une grosse révolution, là, la RTM, parce que maintenant, c'est eux qui font le développement, alors qu'avant, c'était les sociétés de transport. Et j'en viens à ma Oui, question, allez-y. qui est peut-être arrivée trop rapidement dans l'échange. Là, puis je ne voulais pas vous interrompre non plus dans votre propos, mais la RTM, est-ce qu'elle sert? Est-ce qu'elle sert? Parce qu'on a l'impression que beaucoup de bonne volonté puis de réformes, mais le concret et le résultat tarde à venir. Là. Bien, moi, j'y crois. J'y crois à cette agence où on pense au transport de façon métropolitaine. Là. J'y crois. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Évidemment. Puis honnêtement, malgré la COVID, là, je veux quand même le mentionner, vous dites que les résultats sont pas au rendez-vous. Je suis pas vraiment d'accord parce qu'on a réussi à adopter toute la réforme tarifaire. Là. Dans la région métropolitaine, il y avait, je pense, comme 300-400 titres différents. Là. C'est fou! Et là, on a réduit ça à différentes zones. On a finalement fait un plan, une stratégie de transport pour la région métropolitaine. Ça avance. Est-ce que ça avance aussi vite que je voudrais? Ben non, c'est sûr. Mais il faut qu'on sorte de la logique de chacun son morceau. Évidemment, il faut aussi que le gouvernement du Québec soutienne et respecte aussi le travail qui est fait à la RTM au niveau de la planification des différents moyens de transport. Là. Ça, c'est important. Fait qu'il faut que ça joue des deux bords aussi. Là. Est-ce que votre relation avec Chantal Rouleau est bonne à cet égard? Êtes-vous en mesure d'avancer des projets collectifs? Oui, tout à fait. Je pense que le constat que Mme Rouleau et moi on fait, c'est le même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'investissement en transport collectif à la hauteur de ce qui aurait dû être fait au Québec. Tu sais, une société qui se développe, là, puis qui voit la population grandir, ça n'a pas de sens qu'on n'ait pas investi dans le métro. C'est la première fois là, avec la ligne bleue après 25 ans. Voyons donc, il n'y a aucune ville à travers le monde. En tout cas, il n'y a pas grand... La plupart des villes de notre taille à travers le monde, c'est une station à la fois. Tu sais, on entretient. C'est sûr qu'en ce moment, c'est difficile parce que tous les projets arrivent en même temps, puis ça coûte comme 10 milliards par-ci. Mais la rumeur faisait état d'un report de la ligne bleue ou d'une ligne bleue écourtée. Oui. Mais c'est pas ça. On garde, pour moi, les 5 stations sont importantes. Là-dessus, on a trouvé d'autres solutions. On a réussi à faire avancer le dossier en ayant tout le monde autour de la table.
Et on a décidé, entre autres, une des contributions là, de la Ville de Montréal et de la STM, mais c'était, puis la RTM, parce qu'on travaille ensemble, c'était c'est assez technique, là, mais toute la question du nombre de terrains qu'on devait exproprier. Au début, c'était une zone incroyable. C'était comme s'il y avait un tracé, puis ça allait 1 kilomètre plus loin qu'on devait exproprier. Vous imaginez les coûts. Donc, de ramener ça de plus petit, de voir quel genre de projet on pourrait faire tout autour de développement immobilier, de développement d'habitation, d'aller chercher de la captation foncière, des choses simples. Mais ça, c'est l'expertise de la Ville de Montréal. Fait que j'étais contente qu'on dise « Hey, on va vous aider. » C'est ça qu'on fait, nous autres. Mais vous dites que ça va bien avec Mme Rouleau, mais on a un collègue qui parlait des tensions quand même sur le non-contrôle des dépenses par Montréal pour notamment la ligne bleue, mais d'autres projets aussi. Est-ce que ça va si bien que ça? Ben, écoutez, après ça, je veux dire, moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand Mme Rouleau m'écrit, moi, je réponds dans l'heure et vice-versa. Je veux dire, on est là pour trouver des solutions. On le fait par rapport à l'itinérance. Je suis très contente parce que j'avais beaucoup parlé avec Mme Rouleau de ça. Puis là, M. Carman vient de faire un plan comme on le demandait, prévu sur 5 ans. Alléluia, c'est un bon début, je suis très contente. Donc, je veux dire, Mme Rouleau a son rôle à jouer, puis moi, j'ai le mien. Je pense que c'est normal. Mais oui, les relations se passent très bien. Nos chefs de cabinet se parlent, je pense, 1 fois par semaine. C'est parce qu'il y a beaucoup de sujets là qui sont... Puis on a signé ensemble la Déclaration de l'Est. On y croit toutes les deux à l'Est, là. Vos 300 autobus, est-ce qu'ils vont ramasser la poussière dans le contexte qu'on connaît? Ramasser la poussière, dans le sens qu'ils dans les garages, vont pas arriver? Non, qui vont pas être utilisés. Non, ils sont utilisés. Ils sont pas encore tout arrivés parce que la production a beaucoup ralenti, mais c'était correct en même temps. Ça nous a pas trop dérangé. Mais non, ils rentrent au fur et à mesure, puis on s'en sert. On sait à quel point... tu sais, il y a sur les lignes de la STM, mais n'oublions pas que nous, on prête des autobus, entre autres, pour le projet du REM avec le tunnel, en dessous du Mont-Royal. Tout le projet d'Hippolyte Lafontaine, nous, on va contribuer parce qu'il va falloir trouver des façons pour faire circuler les gens d'un bord puis de l'autre. Donc, nous, on sert beaucoup on nous interpelle souvent pour venir compenser des réseaux qui souffrent, si je peux dire. Mais non, on va les utiliser, c'est évident, là, c'est sûr. Puis les pistes cyclables, les rêves, on garde le cap là-dessus. Est-ce qu'on va faire des changements, par exemple, pour le rêve de Bellechasse ou le rêve Saint-Denis? Le rêve, non, on garde le cap. Il faut savoir que les rêves, c'est des projets qui sont planifiés sur de nombreuses années. On est arrivé en poste et on a tout de suite demandé, on a commencé à travailler avec les équipes de la Ville de Montréal qui sont spécialisées en vélo, là, en pistes cyclables. Extrêmement fiers du rêve Saint-Denis. Hier, ils ont fêté, je pense, 1 million de passages. C'est fou, là. Ça fait même pas 1 an. Enfin, ça fait 1 an. 1 million! 30 nouveaux commerces qui se sont installés sur Saint-Denis. Ça aussi, c'est bon parce que le pari qu'on a fait, nous, puis c'était audacieux, puis c'était courageux, puis oui, il a vanté fort. Puis je comprenais pendant la pandémie que c'était dur pour les commerçants, là. Je comprenais tout à fait. Mais je suis contente de l'avoir fait pendant la pandémie parce que là, on sort de la crise, puis ça roule. Alors, c'est sécuritaire pour les piétons, les cyclistes, même les automobilistes, ils savent ce qui se passe, là. Je pense que c'est plus facile pour eux. Mais c'est également bon pour la vie économique, là. 30 nouveaux commerces sur Saint-Denis, c'est gros, là. Puis on promène sur Saint-Denis, c'est agréable. Les gens nous disent, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, on a commencé à réouvrir nos fenêtres sur Saint-Denis, ceux qui ont pignon sur rue. C'est le fun. Il y a beaucoup de banlieusards pour qui les rues de Montréal, c'est des rues de transit pour se rendre au centre-ville ou au travail puis ressortir au plus vite. Ces gens-là sont pas revenus beaucoup à Montréal depuis le début de la pandémie. Ils vont trouver un réseau transformé. Ah, c'est sûr. Mais je vais les encourager de prendre le transport collectif. Bien, c'est ça. Le trafic ne sera plus jamais le même à Montréal avec tous ces projets-là. Qu'est-ce que vous avez comme proposition ou solution pour éviter l'engorgement puis l'insatisfaction et la guérilla permanente entre Montréal et la banlieue sur les questions de fluidité? Oui. Quand vous dites que quand ils vont revenir à cause de nos projets, là, ils vont être comme plus pris dans le trafic, mais j'aimerais quand même réitérer le fait qu'il y a eu des achats de véhicules de façon incroyable. C'est le mont 100 000 dans la région métropolitaine, c'est énorme. C'est parce qu'à un moment donné, il faut voir la réalité. Puis c'est pas parce qu'on construirait une plus grosse route qu'il y aurait plus de place. À un moment donné, il y a une limite, il y a une saturation du réseau. Mais vous avez raison que ceux qui empruntaient Saint-Denis, c'est différent.
pendant notre mandat, on a décidé d'assurer les voies d'entrée et de sortie. Je pense à Papineau, je pense à Saint-Laurent, à Parc. C'est des rues qu'on a décidé qu'on conservait les accès en minimisant au maximum les travaux. C'est sûr que s'il y a un conduit qui pète, il faut qu'on y aille, mais pas de rénovation majeure. On a diminué aussi de 40 % les chantiers l'année dernière pour donner un répit. Puis ça, c'est pas une décision qui est facile à prendre parce que quand on sait qu'on a un plan sur 10 ans, ça avait été adopté sous Denis Coderre pour faire les infrastructures parce que la ville coulait de partout. Puis honnêtement, là-dessus, M. Coderre puis moi, on est à la même place. Je pense que c'est un des seuls sujets, à savoir que avant, on attendait, on pelletait par en avant, bof, à un moment donné, quelqu'un va s'en occuper, puis c'est pas cool de faire des travaux, là. C'est pas le fun en élection, puis c'est pas payant, là. Mais à un moment donné, il faut les faire. On a quand même pris la décision de diminuer de 40 % d'échelonner, de repousser, donc d'être plus, d'entendre la population. Mais ces travaux-là, il va falloir que je les fasse. Moi, le pari que je prends, c'est si on est pour faire des gros travaux d'infrastructure qui déstabilisent les quartiers, qui emmerdent les automobilistes, puis je comprends pourquoi, qui sont difficiles pour les commerces, au moins quand on referme le trou, là, parce que l'on a réparé les tuyaux qui coulent, on peut-tu faire quelque chose qui est intéressant? Et pour moi, le rêve Saint-Denis, pas qu'il faut faire des pistes cyclables partout, mais cette idée de donner une plus-value, d'amener pas juste refermer comme à l'identique. Sainte-Catherine, c'était ça qui était prévu, là, M. Miles. On faisait des travaux sur des années en dessous, on refermait, pas plus de grands trottoirs, pas plus d'arbres. C'était à l'identique. Voyons donc, on n'est plus là. Et il y a beaucoup de gens qui se plaignent, mais qui ne sont même pas vos électeurs. Ouais. Ils votent pas à Montréal. Donc, je les entends sur les médias sociaux. Hein? Il ne manque pas de tribune pour pester contre Montréal et ses cônes oranges. Ouais. Mais la réalité va quand même nous rattraper tous autant que nous sommes. Ouais. Le réseau, puis l'ajout des véhicules. Le réseau a rétréci en nombre de voies automobiles. Le parc automobile a grandi. Est-ce que vous avez des idées ou suggestions pour faciliter cette cohabitation-là? Là? Bien, honnêtement, votre prémisse comme quoi on a diminué, tu sais, qu'il y a moins de voies, honnêtement, là, à part pour Saint-Denis puis sur Sainte-Catherine, là, tu sais, ça doit être comme 1 % du réseau, là. Fait que je veux quand même mettre ça en perspective. Mais donc, ce qu'il faut, c'est trouver des solutions. Pensez-vous à des stationnements incitatifs à l'entrée de Montréal, dans les points d'entrée importants? Bien, de là, l'importance du transport collectif qui est planifié à l'échelle métropolitaine, bien honnêtement. Là. Pour moi, c'est ça. Il y a des stationnements incitatifs qui vont être faits dans le coin de Laval. Là, finalement, on l'a enlevé celui qui était prévu aux Galeries d'Anjou parce qu'on trouvait que, justement, on devrait plutôt, pour que ça coûte moins cher, la ligne bleue, en faire plutôt comme un quartier complet avec des appartements, des maisons, bon, bref, d'en faire un milieu de vie plutôt qu'un stationnement. Mais c'est évident que la clé de la fluidité au centre-ville, ça passe par le transport collectif. S'il y a pas... puis j'invente rien, là. Toutes les villes sont dans cette situation-là. Est-ce que le péage est encore dans l'air, l'idée? Le péage, La non. taxe kilométrique? Ben nous, on en a... C'est une idée qui avait été évoquée par la CMM. Puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Puis le rôle que je joue à la CMM, c'est qu'on a une réflexion d'ensemble. Surtout quand il y a question de transport. Parce que déjà, on a la RTM, donc il faut le penser comme ça. Je veux dire, on fera pas une taxe kilométrique demain matin, là. Mais puis, êtes-vous favorable à cette idée-là? Ben, est-ce que je suis favorable? Tu sais, c'est toujours embêtant, M. Mars, vous me posez la question comme ça, alors qu'il faudrait qu'on... La Chambre est arrivée, puis elle dit que c'est une bonne idée, puis ils ont commencé à le proposer. Ils disent peut-être pas un péage, mais une taxe kilométrique, comme plein d'autres villes dans le monde. Ils se sont inspirés beaucoup de Londres, de mémoire. Donc, avant de dire on l'applique demain matin, on peut au moins envisager, la mairesse de Montréal est-elle pour ou contre l'idée? Bien, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand on prend une mesure comme ça, M. Leblanc, lui, peut le dire. Moi, si je dis ça dans un contexte électoral, on va se dire les vraies affaires, là, sans qu'on ait tout le portrait d'ensemble, parce que l'écofiscalité, puis ça, c'est une mesure d'écofiscalité, ça n'est une qui est fort intéressante. Ouais, je peux me rendre là. Mais il y en a plein d'autres. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que je suis très honnête. Je suis une personne hyper transparente, mais je vais quand même pas me mettre le bras là où je veux avancer avec les autres villes de la région métropolitaine. Mais vous avez raison, c'est appliqué ailleurs. C'est quelque chose qu'il faut évaluer comme toutes les autres mesures, bien honnêtement. Et à ce niveau-là, ben nous, ce qu'on veut innover, c'est la zone zéro émission dans le centre-ville. Et donc, il va falloir qu'on se positionne sur, ouais, mais ça va marcher comment, cette affaire-là? Ça va être des caméras sur les plaques, vous recevez un ticket parce que vous n'étiez pas électrique.
Il va y avoir un péage. Je pense qu'on n'est plus rendu là, les péages. Là. Dans le centre-ville, je le vois pas. Mais on fera un modèle montréalais. Puis cette zone zéro émission, c'est pour quand, là? Celle-là, c'est 2020. Il faut pas que je me trompe. 2030. Je regarde l'UNICEF. Oui, OK. OK, c'est loin quand même. Oui, parce que il faut que j'en attache des affaires. C'est quoi le périmètre? Travailler avec les acteurs du milieu, c'est... Ouais. Il y a comme un gros éléphant dans la pièce dont on C'est n'a quoi? pas parlé. C'est le rêve de l'Est. Le rêve, oui. pardon, le rêve. Ah, c'est un Le rêve, éléphant? ben, en fait, c'est la question du tracé aérien. Oui, Est-ce que vous êtes prête oui. à vivre avec un tracé aérien? Est-ce qu'on devrait maintenir le projet puis lancer la première pelletée de terre, sachant que la probabilité du tracé aérien se concrétise? Je pense que le fait que dès le départ, j'ai mis une déclaration au conseil municipal avec les conditions gagnantes, ça montre déjà un certain malaise, une préoccupation certaine par rapport au tracé aérien. En même temps, je suis la mairesse de Montréal. Est-ce que je veux du transport dans l'Est? Oui. Ça, c'est sûr. Ceci étant dit. Donc, vous êtes prêt à avaler la je pilule suis pas rendue là. du tracé aérien si jamais la caisse ne bouge pas? Je suis pas rendue là parce que pour moi, c'est pas tant la caisse qui doit bouger ou pas, c'est le gouvernement du Québec. Qui doit faire bouger la caisse. Oui, oui. Parce que, vous savez, le tracé de l'Ouest, là, il s'en allait pas jusqu'à Sainte-Anne-de-Bellevue. Hein? Le REM.1 s'en allait pas jusque-là. Finalement, il se rend jusque-là. Il y a eu des décisions qui sont prises. On a allongé de l'argent. Il faut y croire au projet. Moi, c'est ça que je veux. Moi, c'est pas moi qui va dire je tire la plug sur le REM. Ce que je veux, c'est que la CDPQ et le gouvernement du Québec, c'est là-dessus que je travaille en arrière-scène, c'est de convaincre et le gouvernement et la CDPQ que ce projet-là, le potentiel est incroyable. Mais il faut qu'il y ait de l'adhésion. Parce que sinon, les gens vont juste être en rébellion. Puis pour moi, ce projet-là, c'est l'équivalent d'avoir fait le réseau de métro dans les années 70, parce que là, il est énorme, là, il se rend jusque dans l'Est, puis c'est incroyable. Donc moi, j'ai une approche assez positive, mais j'ai mis des conditions sur la table, ce qui est assez, je dirais, on voyait, tu sais, je veux dire, le gouvernement était un petit peu surpris que moi, je présente ça en conseil municipal. Ensemble, Montréal a voté contre. Mais moi, ce que je veux pas, c'est qu'on se retrouve après à dire, on aurait dû faire quelque chose, on n'a pas pu. Ouais. Mais êtes-vous convaincu par les arguments techniques présentés par CDPQ Infra pour la partie qui ne peut pas être souterraine? Pour l'instant, on n'a pas l'ensemble de l'information. Hein? Il y a un comité qu'on a demandé d'ailleurs, qui est en place. C'est des gens là-dessus que je respecte énormément. Et là, on va attendre de voir ce qui ressort du comité aviseur. Mais moi, je fonde beaucoup d'espoir et le comité aviseur proposent des choses aussi. Ils veulent pouvoir avoir statué sur un projet en fonction des préoccupations qu'ils amènent. Et je tiens à dire que le souterrain, pour moi, bien sûr qu'il y a le centre-ville, évidemment, mais je suis préoccupée aussi par le tracé dans l'Est aussi, là, sur Sherbrooke et tout le reste. Moi, je pense que la population, ce qu'elle veut, là, c'est être rassurée. Tu sais, on peut-tu voir à quoi ça va ressembler? Personne n'a vu à quoi ça ressemble. On veut l'aimer, ce projet-là, on veut y adhérer, on veut être fier, mais il faut qu'il y ait plus d'ouverture et de transparence de la part de la CDPQ. Et moi, ce que j'espère, c'est que le gouvernement, à la suite de ce qui va ressortir du comité aviseur, va dire, on va voir ce qui ressort, mais d'après moi, il va y avoir des propositions qui vont peut-être être différentes de ce que la CDPQ avait prévu. Je veux que le gouvernement du Québec dise, hey, on est prêt à investir, par exemple, tant d'argent dans un tunnel, puis je suis pas en train de juger le projet du tunnel, mais c'est quand même un projet autoroutier dans la capitale. On peut-tu avoir allongé l'argent nécessaire pour que ce projet-là, dans Montréal, la métropole du Québec, la locomotive, la terre d'accueil, la carte de visite du Québec, en termes de développement économique, ce projet-là soit à l'image de nos ambitions? Donc, plus de souterrains et plus d'argent pour... Encore une fois, je vais laisser le comité aviseur faire sa job. Je souhaite que le gouvernement soit au rendez-vous pour faire de ce projet-là, dépendamment de ce qui va sortir du comité aviseur, soit capable de dire, OK, ça vaut la peine de mettre 3 milliards de plus. Tu sais, je sais que ça a l'air comme des pinottes, là, je le sais, mais on s'entend que le transport collectif, là, on peut plus voir ça comme juste un investissement, là, pas comme comme une dépense, c'est un investissement. Ça fait bouger des gens, ça ouvre des quartiers, ça désenclave. Puis ça fait en sorte qu'il y a des personnes qui étaient dans des quartiers. En plus, l'Est, il y a un article un matin qui dit comment l'Est est encore des quartiers les plus pauvres. Il
Il faut du transport collectif. C'est ça qui ouvre des horizons. Puis le gouvernement du Québec, il croit à l'Est. Fait qu'on y va, tu sais. On y va. Mais il faut pas que ça soit... ben là, c'est pas dans le centre-ville souterrain, on laisse faire l'Est. Tu sais, moi, je souhaite ardemment qu'on tombe pas dans cette espèce de confrontation parce que tout le monde a vu ce projet-là, mais on veut un beau projet, un bon projet. Et il remplace la ligne rose pour vous. Bien, là-dessus, je me suis... ce que j'ai dit, c'est que dans l'immédiat, c'est vrai que le tracé qui monte vers le nord remplit certaines fonctions, certains besoins que la ligne rose que je proposais. L'objectif, c'était de désenclaver puis donner des moyens de transport rapides pour les gens du nord-est. Fait à ce niveau-là, oui. Par contre, ça ne vient pas régler tout le problème de la ligne orange, bon, hors COVID, évidemment, là, mais de la saturation de la ligne orange. Et présentement, la RTM a une étude sur qu'est-ce qui est possible de faire pour désenclaver, pas désenclaver, mais délester, si on veut, là, la ligne orange. Alors, pour moi, c'est pas mort, la ligne rose, le tronçon Montréal-Nord, centre-ville, mais je suis quand même une personne pragmatique, là. Je veux des solutions. Il y en a une qui est Satan, qui est le REM de l'Est, qui monte vers le nord. Je ne vais pas dire, ben non, c'est pas ma ligne rose. Moi, ce que je veux, c'est des solutions. Le centre-ville, la relance a été retardée à cause de la 4e vague, notamment, là, de la COVID. C'est quoi vos stratégies quand il va y avoir vraiment un retour des travailleurs là, pour relancer le centre-ville? Très bonne question. Le centre-ville, oui, il faut s'en occuper. C'est lui qui a été le plus durement touché. Évidemment, pendant la COVID, surtout pendant la troisième, la deuxième, mais surtout la troisième, beaucoup d'éléments qui ont été mis en place qu'on va ramener. Puis c'est de l'aide très, très directe pour les commerçants, que ce soit les terrasses, faire des rues piétonnes à leur demande, parce ça crée de l'achalandage. On a travaillé avec le partenariat du quartier des spectacles pour animer, pour créer une raison pour que les gens viennent, mais c'était toujours dans un cadre de mesures sanitaires qui limitaient. Alors, le jour où on va nous dire que les festivals peuvent revenir, que les travailleurs peuvent revenir, d'ailleurs, c'est comme je dis, là, c'est ce que je demande au gouvernement du Québec, donnez-nous de la prévisibilité, s'il vous plaît, on est rendu là. T'sais, tout le monde le taux de vaccination avance, on veut savoir. Moi, je suis prête à ramener des employés de la ville au centre-ville. J'ai des édifices aussi à bureau, là, dans le centre-ville. Donc ça, c'est un élément. Puis sinon, nous, c'est 1 milliard de dollars qu'on investit pour le centre-ville, que ce soit la place Oscar Peterson, la forêt urbaine qui va être là. Là, on est en train de terminer le Square Philippe, mais on continue Sainte-Catherine vers l'ouest. On a annoncé aussi le village. Dans l'année prochaine, on commence des travaux d'infrastructure parce que la Sainte-Catherine, c'est ça, c'est les mêmes tuyaux, les mêmes vieux tuyaux. Mais on va refaire la Sainte-Catherine-Est, qui en a besoin. Le village aussi, là, ça a été dur pour le village pendant la COVID, là. Très, très difficile. Fait qu'il faut on doit les soutenir. Puis finalement, le Palais des Congrès, parce que le Palais des Congrès, mine de rien, tire son épingle du jeu. 56% des congrès internationaux qui viennent au pays viennent à Montréal. Fait que ça, puis le Palais des Congrès, c'est un projet pour lequel on avait déjà dit oui, Montréal sera au rendez-vous. C'est une entente tripartite, évidemment. Puis il faut pas oublier que le Palais des Congrès, c'est la seule installation métropolitaine. Donc, c'est pour l'agglo aussi. Tu sais, c'est vraiment là quelque chose qui est fort intéressant. Alors, on travaille avec le Palais des Congrès. Pour nous, c'est un élément fort de notre relance. Dernière question, dernier thème, la transition écologique. Il y a des grands défis qui nous attendent pour les prochaines années. Vous avez présenté un plan climat pour votre prochain mandat. C'est quoi votre gros morceau en matière d'environnement, transition écologique? Il y en a beaucoup. Il nous reste 3 minutes. Bon, nous, on peut étirer le temps un peu. Ouais, mais, on va vous laisser répondre convenablement. J'ai des militants qui m'attendent dans une salle, là, c'est ça. Ils sont convaincus, ils vont vous attendre. Oui, c'est ça, vous avez raison. Mais prenez le temps de le faire. Là. Oui, parce que c'est un sujet quand même qui est important. Ce que j'ai souhaité faire en devenant mairesse de Montréal, c'est d'amener la question de la transition écologique vraiment là, en avant. Parce que premièrement, je le redis, si le gouvernement du Québec veut atteindre ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre, ça passe par Montréal. Fait que moi, je vois une merveilleuse opportunité d'être audacieux puis d'amener des changements importants. Alors, le plan climat, ça touche tous les niveaux, là. Tu sais, l'habitation, le gaspillage alimentaire, vestimentaire, le plastique à usage unique, les différentes formes de plastique également au niveau des
des engrais. Donc, c'est hyper large. Mais ça, sur quoi je suis très fière, c'est la stratégie d'électrification. On a à peu près 1000 bornes. On en rajoute 1000 très rapidement, dont des bornes à chargement rapide. Il faut savoir qu'à Montréal, rajouter des bornes, on est tous pour ça. Mais il y a quand même des défis aussi, hein, parce qu'on a un domaine bâti. C'est pas tout le monde a sa cour puis que tu te branches. Ben non, c'est sur la rue. Donc, souvent, les gens disent, il y a trop de poteaux, il y a ci, il y a ça. Ben, il faut rajouter des bornes. Donc, il faut bien le faire. Et nous, ce qu'on a décidé d'encourager, c'est des hubs. Donc, par exemple, un stationnement de la ville où est-ce qu'on pourrait maximiser le nombre de bornes pour justement que ça soit plus équilibré sur le domaine, sur la voie publique. Donc, l'électrification, très important. Les arbres, 500 000 arbres. On en a beaucoup planté pendant notre mandat, puis on va continuer à le faire parce que les îlots de chaleur, c'est quelque chose de très réel, surtout dans le centre-ville ici, on le sent, mais ailleurs également. Ça a un impact, bien sûr, sur la qualité de vie, puis même l'espérance de vie des citoyens et citoyennes. Puis les parcs. Moi, mon ambition, c'est que Montréal devienne la métropole la plus verte, là. Mais j'ai envie de vous dire, en Amérique du Nord, le parc de l'Ouest, c'est majeur. Le parc du Mont-Royal qu'on est en train de bonifier, le parc Jean-Drapeau. Les gens, c'est ce qu'ils recherchent aussi. Puis peut-être qu'il y en a, ils vont dire, voyons donc, investir dans les arbres, investir dans les parcs, qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est ça l'avenir aussi, parce que ce qu'on voit, puis je vais revenir à ma rareté de main-d'œuvre, j'ai quasiment envie de finir là-dessus. Au final, rareté de main-d'œuvre puis développement économique, les grandes métropoles, maintenant, sont en compétition pour attirer des investisseurs, des talents, puis des étudiants. Parce que là où il y a des talents puis des étudiants, les investisseurs viennent, surtout pour des jobs payants, là, des technologies de pointe ou des secteurs bien en vue. Puis à Montréal, on a beaucoup de talents. Mais pour que les étudiants puis les talents choisissent une ville, qu'est-ce qui les intéresse? Parce que la star, ils peuvent magasiner, là, c'est pas compliqué. Il faut avoir des institutions universitaires intéressantes, des centres de recherche, pas des hubs, mais une entreprise, comment dire, un écosystème économique qui est fort, mais aussi, il faut avoir une qualité de vie. Il faut du logement abordable. Puis qualité de vie, pour moi, c'est des rues sécuritaires, des parcs qui sont agréables, qui sont comme les cours arrière des Montréalais. Une ville qui fait de la transition écologique, pas juste une ligne, un slogan, là, qui agit. Les gens, c'est ce qu'ils veulent. Les citoyens, c'est ce qu'ils souhaitent. Puis moi, c'est comme ça que, comme ville, comme un acteur du développement économique, là, je suis pas tout seul. C'est bien ça, je pense, la grande nuance avec mon opposant. Ça va être le seul moment où je vais parler de lui. C'est pour moi, c'est un travail d'équipe. Si on a passé à travers la pandémie avec la meilleure relance économique au pays, là, c'est un travail d'équipe. C'est parce qu'on travaille avec les universités, le Port de Montréal, le port, l'aéroport, la Chambre de commerce, Montréal International qui fait un travail incroyable, le milieu culturel, parce qu'on se tient. Mais cette idée de la qualité de vie, puis des quartiers qui sont agréables, puis qui sont une plus-value, pour moi, c'est ce qui fait que Montréal va se démarquer d'une ville comme, je sais pas moi, une ville générique comme, mon Dieu, je vais dire des villes américaines, comme ça, je ne vais pas blesser personne. Tu sais, Buffalo. C'est sage, c'est sage. C'est sage, hein? C'est ouais, sage. non, Détroit, Buffalo. On voit l'expérience de 4 ans de travail à la mairie. Mais c'est ça ma vision. Ma vision pour l'avenir de Montréal, c'est ça. On vous avait promis 1 heure, on arrive à 1 heure. Oui! Alors, on vous remercie je suis beaucoup. fatiguée. Merci d'avoir pris le temps avec nous, avec Jeanne Corriveau, notre ça m'a fait vraiment journaliste plaisir. aux affaires municipales. Ouais. Alors, on va vous souhaiter une bonne fin de campagne. Merci d'avoir été avec nous encore une fois aujourd'hui. Madame Corriveau, merci. Merci.